Bonsoir Madame Bertinotti. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Famille, favorable au mariage homosexuel. La manifestation d'aujourd'hui, bon, la police dit 125 000 personnes. Pour l'autre manifestation, elle avait dit 350 000, je crois, je ne sais plus très bien. Bon, un peu moins de monde aujourd'hui. C'est bien, c'est normal. Puisque maintenant, il faut aussi pouvoir investir la rue pour défendre un projet porté par le gouvernement. Et c'est bien qu'il y ait des soutiens qui se manifestent ainsi. Alors Farida Setiti, ici présente, est allée voir l'un des opposants à ce mariage, le président de la Fédération protestante de France, Claude Batty, le pasteur, qui dit que surtout il ne voulait pas faire une guerre de religion contre les laïcs, ni même un front religieux, parce que les protestants ne disent pas forcément la même chose que les catholiques, qui eux-mêmes ne disent pas forcément la même chose que les juifs, etc., etc. Mais il a déploré quelque chose. On l'écoute. Si ce débat a eu tendance à dégénérer en pugilat, c'est parce qu'il n'a pas été pris avec suffisamment de sérieux au départ. Les premières fois où j'ai rencontré nos chers ministres, on nous a dit « on vous écoute, mais il n'y a rien qui changera ». Ce n'est pas un dialogue, ça. Les choses étaient décidées d'avance. Voilà, l'impression de se heurter à un mur. Écoutez, moi j'ai effectivement le souvenir de cette audition du pasteur qui nous a dit mais à partir du moment où cela ne concerne que le mariage civil, cela ne change pas grand-chose pour nous. Donc manifestement c'est qu'il certainement n'était pas favorable à cette loi-là, mais ne cherchait pas non plus à y être fondamentalement hostile. Les religieux tous reçus ensemble à l'Assemblée nationale, comme si on avait voulu effectivement établir le fait qu'il y avait un front commun. Oui, pas... nous, avec Christiane Taubira, nous les avons reçus individuellement et pas du tout collectivement. Donc je crois que toutes les opinions ont été entendues aussi bien par Christiane Taubira et moi-même que par les parlementaires. Mais sans même en tenir compte de ces opinions, puisque comme dit le pasteur Batty, c'est que vous leur avez dit que de toute façon la loi sera votée. Alors... Mais ça fait partie des 60 engagements de François Hollande. À quoi sert alors de faire une campagne présidentielle ? Alors, à quoi ça sert ? Mais parce qu'il est important aussi en même temps d'entendre la façon dont les uns et les autres peuvent recevoir une loi qui va être votée, je l'espère, dans quelques semaines. Mais d'ailleurs, à ce sujet, Mme Bertinotti, devant l'Association des maires de France, le président de la République, donc François Hollande, avait annoncé qu'il accordait la liberté de conscience aux maires qui ne souhaitaient pas célébrer le mariage pour tous. Et le lendemain, en recevant les représentants de l'association LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, il leur annonce le contraire. Alors évidemment, ça a donné l'occasion à Marine Le Pen de pousser un coup de gueule. On l'écoute. Voilà un président de la République qui va devant les maires de France, qui parle aux 36 000 maires de France et qui parle justement de la liberté de conscience et qui est rappelé à l'ordre par un micro-lobby l'inter-LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, qu'il reçoit, non mais permettez-moi, qu'il reçoit dans les 24 heures à l'Élysée. Mais enfin écoutez, monsieur Bourdin, où on est ? Où on vit ? Vous imaginez François Mitterrand obéir aux injonctions de l'inter-LGBT ? François Hollande se prête trop facilement aux lobbyistes, Mme Bertinotti ? Non, je trouve ces propos caricaturaux et je tiens à dire que ce que François Hollande a précisé très clairement, c'est que la loi serait appliquée partout sur le territoire. C'est pas un volte-face. Vous savez que les maires, et c'est l'ancienne maire d'arrondissement que j'ai été qui le dit, a toujours la possibilité de déléguer à un adjoint ou à un membre du conseil municipal la possibilité de marier. Mais voilà, c'est pas autre chose que ce qui a été dit et qui reste tout à fait envisageable. Simplement, il a été précisé qu'effectivement, la loi s'appliquerait pour tout le monde indifféremment du territoire. Alors justement, à ce sujet, il y a un petit problème pour les maires qui refuseraient catégoriquement de marier deux personnes de même sexe, à l'exemple du maire de Montfermeil. On l'écoute. Clairement, je ne marierai aucune personne dans ce cadre-là. Dans ma majorité actuelle, personne, tout le monde m'a dit non, on est sur la même longueur d'onde. Nous ne pouvons pas concourir à ça. Et donc ça, c'est bien au-dessus des peines, amendes, prison, destitution qui nous menacent.
Alors, il dit que mais vous savez, je vais vous dire, j'étais vendredi à un colloque qui était organisé à la mairie du 1er arrondissement, dont le maire est monsieur Le Garret, UMPiste, ou UMP, comme vous voulez. Eh bien, dès l'introduction de ce colloque, il a dit très clairement qu'une fois la loi votée, il appliquerait la loi républicaine. Donc, je mets en garde vraiment ceux qui ont aujourd'hui des déclarations tonitruantes et vous verrez qu'ils appliqueront la loi, je leur fais confiance et qu'ils trouveront forcément s'ils refusent, parce qu'il y aura des cas. Mais il y aura des cas, Madame Bertinotti. Nous verrons de toute façon. Ces situations-là sont prévues par la loi et seront traitées par la loi. Christiane Taubira a été on ne peut plus claire là-dessus, mais j'appelle à la mesure, à la pondération. Il y a des effets de manche aujourd'hui. Je pense qu'il y aura d'autres réalités demain. Et je fais confiance à l'esprit républicain de nos élus. Des effets de manche, dites-vous ? Oui, parce que je pense qu'il y a des postures politiciennes aujourd'hui. Je voudrais faire référence à quelqu'un d'autre qui est un religieux aussi, mais qui fait plutôt référence à la morale. C'est le rabbin, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui a dit en France... nos sociétés, d'une façon générale, perdent un peu le sens moral. C'est-à-dire que, finalement, nous sommes tous contaminés par la société du marché, par le consumérisme, qui a introduit dans toutes les étapes de la vie, et quel que soit le secteur que l'on observe, la volonté de satisfaire immédiatement le désir. On a envie de quelque chose, alors on doit le satisfaire, et on n'a plus aucune notion morale des choses. Mais c'est sa vision, elle est respectable, je ne la partage pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vraiment, de quoi parle-t-on au travers de cette loi sur le mariage et l'adoption ? D'une mesure d'égalité. On n'enlève aucun droit à quiconque. Il s'agit d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Et quand on dit perte du sens moral ou de la morale, qu'est-ce que réclament les homosexuels ? De pouvoir bénéficier des mêmes droits, des mêmes devoirs et de rentrer dans la norme et dans un cadre juridique. Donc, au contraire, et peut-être que j'aurai l'occasion tout à l'heure de le dire à M. Guénaud, mais nous sommes à l'opposé de l'esprit 68 arts. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui demandent à pouvoir rentrer dans le cadre de la loi, de bénéficier, je le répète, des mêmes droits et des mêmes devoirs. C'est de cela dont il s'agit. Après, nous aurons peut-être l'occasion d'échanger avec mon interlocuteur des visions de la société qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais quand même, le mariage, c'est une institution. Et par conséquent, les institutions, c'est dans le fond ce qui donne des points de repère dans l'organisation d'une société. Faut-il bouleverser, d'ailleurs, même des personnalités éminentes de gauche se sont posées la question, comme Lionel Jospin en son temps, faut-il bouleverser les institutions ? Mais en quoi cela bouleverse l'institution ? C'est l'ouverture de l'institution aux couples de même sexe. Lionel Jospin, par exemple, disait « Moi, je ne veux pas parce qu'il faut préserver l'institution ». Mais je dis, aujourd'hui, la société a évolué et je trouve très discriminant qu'au sein d'une même famille, des enfants, parce que les uns sont hétérosexuels ou les autres homosexuels, n'aient pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. En tout cas, ça pose énormément de questions, Madame Bertinotti, parce que Valéry Giscard d'Estaing, qui était présidente de la République, avec notamment la loi sur l'IVG à l'époque, a été le précurseur dans le domaine social. Alors, quand on lui pose la question aujourd'hui sur le mariage pour tous, voilà ce qu'il dit. D'abord, je n'aurais pas appelé mariage. Je l'aurais appelé union. Que les gens aient le droit de vivre ensemble, de gérer ensemble leur patrimoine, d'assurer l'avenir, je crois que c'est tout à fait en phase avec la société actuelle. Envoyer le mot mariage, c'est autre chose. Le mot mariage, c'est un mot du langage très ancien. Et c'est un mot qui a été créé, utilisé dans les différents pays, les différentes civilisations, pour l'union de l'homme et de la femme en vue d'avoir des enfants. Donc c'est une autre situation. Moi, je l'aurais appelé union, mais je leur ai donné pratiquement les mêmes droits. Alors il rejoint tous ceux qui admettent que les homosexuels peuvent avoir tous les droits civils du mariage. C'est déjà un progrès pour certains. Peut-être, mais en attendant, pas de mariage, union plutôt.
Mais c'est assez étonnant. Au nom de... Est-ce que le critère de la sexualité doit être un critère discriminant en termes de droit? Non, il vous dit le mariage, c'est pour avoir des enfants. Mais ça, c'est une lecture, sauf qu'aujourd'hui, 56% des enfants qui naissent en France naissent hors mariage. Donc aujourd'hui, c'est terminé, cela. C'est-à-dire que la finalité du mariage à vocation procréatrice a été effectivement établie par l'Église. Mais je veux dire, aujourd'hui, le mariage civil est un choix de la part de nos concitoyens. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de vivre en concubinage, de se paxer, de se marier. Et je tiens à le dire, mariage, procréation ne vont plus forcément de pair. Donc, ce que demandent tout simplement les couples homosexuels, c'est de pouvoir avoir exactement les mêmes choix. Le concubinage, le pax ou le mariage. Pourquoi leur refuser? Moi, quand j'entends que ça voudrait dire un homme et une femme, alors, parce qu'ils sont différents, effectivement, ils n'ont pas les mêmes droits. Les femmes se sont suffisamment battues pour avoir exactement les mêmes droits que les hommes. Mais Madame Bertinotti, leur renvoyait aussi leurs différences sexuelles. Le mot mariage, c'est un terme impropre, vous dites certains, parce que justement, pourquoi ne pas se marier? Pourquoi les mères ne se marieraient pas avec leurs fils? Pourquoi le père ne se marierait pas? Parce que l'inceste, c'est parce que l'inceste et la polygamie restent interdites dans notre droit. Non, mais c'est le mariage pour tous qui peut introduire cette idée-là. Le mariage pour tous, l'expression mariage pour tous a signifié qu'effectivement, il n'y aurait pas un type de mariage pour les couples hétérosexuels et puis un autre type de mariage où on mettrait, alors on entend union, on va entendre alliance, qui en fait consisterait à dire on aime tellement les homosexuels qu'on leur réserve un statut à part. Drôle de façon de défendre l'égalité républicaine. Je vais vous faire écouter Elisabeth Guigou, qui à l'époque était ministre donc, de la Justice. Elle rejetait catégoriquement... Mais vous savez que les années sont passées. Justement, elle refusait carrément le mariage pour deux personnes du même sexe. C'était il y a 15 ans. Écoutez. 15 ans. Il y a 15 ans. Le pacte est radicalement différent du mariage parce qu'il n'est pas question, ni aujourd'hui ni demain, que deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, puissent en effet se marier, du même sexe puissent se marier. Comme l'a dit la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg, je cite, « Ce serait une dénaturation du mariage et de sa fin sociale que des personnes dont la catégorie sexuelle emporte par elle-même la constatation d'une inaptitude physique à procréer puissent se marier. » Dénaturation du mariage. Vous savez qu'Elisabeth Guigou, d'abord, s'est expliquée et a expliqué aussi l'évolution et qui fait qu'aujourd'hui, elle défend le mariage. Donc, respecter le droit à l'évolution de la pensée. Ni plus tard, hein. Oui, mais respectons le droit à l'évolution de la pensée chez certains. Et puis, je vais vous dire aussi autre chose. Au moment où la France présentait le Pacs, la France était pionnière en la matière. Aujourd'hui, combien de pays ont déjà adopté le mariage, l'adoption et voire mais certains la PMA? Vous diront que ce n'est pas parce que les autres ont adopté un projet que c'est un traduit quoi? Mais cela traduit quoi? Cela traduit qu'au fond des sociétés, il y a des évolutions qui sont indépendantes des frontières et qu'au nom de quoi des inégalités devraient être maintenues? Alors, le 27 mars prochain, vous allez présenter donc votre loi sur la famille. Et que vont devenir les termes père et mère, Madame Bertinotti? Il faut arrêter d'abord. Les termes de père et mère, je le redis et nous le redisons avec force avec Christiane Taubira, ne disparaissent pas du Code civil. Cela ne va rien changer pour les couples hétérosexuels. Il y aura toujours père et mère. En ce qui concerne la filiation, cela ne change rien. Alors, comment définir un père et une mère pour des enfants? Et puis vous allez les appeler parents. Donc ce ne sera pas le même mariage alors? Parce que dans un cas, on conservera son père et sa mère, et dans l'autre cas, on... Mais les articles du Code civil sont faits de telle sorte que là où il peut être gardé pour les couples hétérosexuels la fonction père et mère, et ensuite la fonction parent pour les couples homosexuels. Donc les enfants sauront qu'ils ne sont pas exactement les mêmes. Parce que dans un cas, ils auront un père et une mère, et dans l'autre cas, ils auront des parents. Comment vous allez appeler ça d'ailleurs?
Écoutez, vous avez vu que Christiane Taubira a dit très précisément que pour ce qui concernait le livret de famille, il y aurait une réflexion qui serait menée, mais qu'il n'y aura pas marqué parent 1, parent 2, comme ça a été trop souvent raconté pour faire peur. Donc dans un cas, l'enfant pourra dire « mon papa s'appelle comme ça et ma maman s'appelle comme ça », et l'autre il dira « moi j'ai des parents ». Pourquoi voulez-vous identifier et substituer on pose la question dans à un moment donné droit d'identité, on dit nom du père, nom de la mère. Moi j'ai rempli je ne sais combien de papiers officiels. Ils mettront le nom de leurs parents et la profession de leurs parents. Très bien. L'adoption va de pair avec le mariage homosexuel. Oui. D'accord, donc ça c'est une affaire réglée. Avec l'ouverture du mariage au couple de même sexe. Alors, je voudrais vous faire de nouveau entendre le pasteur Batty. Vous savez qu'on est dans le mariage civil, le mariage républicain. Oui, mais il pose des questions justement qui ne sont pas forcément qui sont pas religieuses, qui sont des réflexions que tout le monde peut avoir. Vous savez, on a posé des questions à Henri Guénaud tout à l'heure qui allait dans l'autre sens. Avec beaucoup d'attention. Alors, le pasteur Batty. Je ne crois pas que ça soit un progrès parce que ça ne contribue pas à la clarté des relations, à la clarté de la représentation. Notre préoccupation concerne les enfants. Un homme et une femme ont des enfants, les choses sont claires, c'est naturel, pour reprendre cette expression. Deux femmes ou deux hommes vivent ensemble, ils s'aiment, très bien, mais ils ne doivent pas faire croire à un enfant qu'ils ont eu cet enfant à eux deux. Parce qu'il y a un troisième qu'il ne faut pas nier, qui est ailleurs. Et c'est là la grande difficulté. Alors là, c'est à travers ça la question de la procréation médicale assistée. Ça y est, je vais y arriver. D'abord, est-ce que vous la prévoirez dans votre projet de loi sur la famille? Ce que je voudrais d'abord dire en réponse aux propos du pasteur, il ne faut pas prendre les homosexuels pour des idiots. Personne dans les couples homosexuels n'entend dire à un enfant qu'il est né de deux pères ou qu'il est né de deux mères. Ça, il faut quand même le dire parce que je trouve ça un petit peu insultant pour les couples de même sexe. Donc, poser la question plutôt du droit de l'enfant à connaître son histoire originelle, et son père biologique ou sa mère exactement. Biologique. Mais ça se pose indifféremment pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Quand vous adoptez un enfant, quand aujourd'hui la procréation médicalement assistée, qui est autorisée en France, que des couples hétérosexuels y ont recours, on peut s'interroger sur effectivement l'importance que l'enfant puisse connaître son histoire originelle. Dans votre projet de loi sur la famille, est-ce que la PMA sera mentionnée et si oui, y aura-t-il mention de l'anonymat du donneur ou pas? C'est deux choses différentes. Oui. La question de la PMA sera abordée dans la loi famille. Ensuite, il peut y avoir une interrogation légitime qui est posée à la fois pour des enfants qui sont nés sous X, mais aussi des enfants qui sont nés de PMA. Jusqu'où peut-on leur donner une part de cette histoire originelle ? Je pense qu'il faut étudier cela avec mesure, avec pondération. Entre ne rien savoir du tout et lever l'anonymat, il y a tout ce qu'on appelle avoir accès à des données non identifiantes qui peut concerner dossier médical. Parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, pourquoi ne pas se poser cette question-là? Justement, aux Pays-Bas, on est en train d'étudier. Et vous remarquerez que ça n'a rien à voir avec le fait d'être homosexuel ou hétérosexuel. Aux Pays-Bas, on est en train de voir s'il n'était pas utile d'élaborer un statut ce qu'on pourrait appeler le troisième parent, c'est-à-dire celui qui est le père ou la mère biologique. Oui. Ça pourrait aller dans ce sens-là ou... Mais l'interrogation, effectivement, de ce que l'on appelle ou statut du beau-parent ou statut du tiers, effectivement, est une véritable question, mais je le répète, qui, là, concerne indifféremment couple homosexuel ou couple hétérosexuel. Je tiens à le dire, quand même, un enfant sur 9 vit aujourd'hui dans une famille recomposée en France. Dernière question, Farida. Si le comité consultatif national que souhaite consulter donc le président de la République dit non, justement, à la procréation médicalisée assistée, qu'est-ce que vous suivez? Mais la procréation médicalement assistée, pour qui? Pour les couples homosexuels. On verra bien à ce moment-là. Si elle dit non? On verra bien.
Pourquoi? Si le comité dit non. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'occasion, il est consulté. Oui. Voilà. Donc attendons son non, mais son il peut avis. dire non, éventuellement. Il peut dire non, oui, bien il entendu. peut dire oui. Ce qui est intéressant, c'est, vous remarquerez, aujourd'hui, la procréation médicalement assistée existe et est légale en France. Pour des couples stériles normaux, et pour des oui. couples qui ont des maladies génétiques rares. Je tiens à le dire parce que j'entends d'autres choses. Voilà. Mais de là à l'élargir aux personnes du même on verra sexe. bien ce que le Comité national d'éthique dira.